Du coup, Abou Sangaré et Boris Lochkine, allez-y, vous pouvez vous installer là. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à tous les deux. Ça va aller? Ah, je vous avez amené, c'est parfait. Voilà, vous avez amené. Ah, là, ça me fait plaisir, c'est bon, toutes les consignes sont bien passées. Donc, ce que je propose, je vais vous présenter un petit peu pour les gens qui auraient peut-être déjà pas vu le film ou qui auraient peut-être pas suivi tout ce qui s'est passé autour. Et puis après, on va faire un entretien un petit peu sur ces questions-là, et puis toutes les questions qu'il y a autour des problématiques du film et de comment il a été fait. Donc, comme je disais, Boris, réalisateur du film L'Histoire de Souleymane, et Abou, le comédien qui joue du coup le fameux Souleymane du film. Film qui a eu, mine de rien aussi, le prix du jury à un certain regard à Cannes. Et Abou, alors que c'est votre premier long métrage, c'est le prix d'interprétation masculine aussi, donc ce qui est quand même une histoire assez incroyable. Je me permets de te couper juste un point. Je crois que Sangaré, il préfère être appelé Sangaré plutôt que Abou. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. D'accord. Très bien. Désolé. Moi, quand je l'ai rencontré, j'ai commencé à l'appeler Abou. Là, je me suis rendu compte que sa copine l'appelait Sangaré. Je me suis dit, ah, je pense que j'ai pas le bon logiciel. Ah ouais, ok, d'accord. Je me suis corrigé. Très bien, c'est noté. Parce qu'en plus, on est d'accord que dans le film, le nom de famille de Souleymane, c'est Sangaré. C'est Sangaré aussi. J'ai pas beaucoup d'imagination. Ok, d'accord, très bien. Mais très bien. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas le film, l'histoire de Souleymane, c'est quoi? C'est l'histoire donc de Souleymane, qui est un travailleur sans papier, qui est en situation irrégulière, qui fait des boulots de livreur, comme on connaît beaucoup dans ces situations-là. Et pourquoi c'est son histoire? C'est pas juste qu'on va raconter son histoire, c'est que le film commence à son rendez-vous à la préfecture pour essayer d'obtenir ses papiers, et on remonte vivre 48 heures de la vie du personnage, ces galères donc de travail extrêmement pénibles, tout en essayant de préparer ce fameux rendez-vous qui est crucial pour lui, ses galères aussi d'hébergement, les centres, l'aide, etc. Ses relations aussi avec les autres, avec ses collègues, mais aussi avec la police. Voilà, il se passe énormément de choses dans ces 48 heures. C'est un peu 24 heures chrono, mais dans la vie d'une personne sans papier en plein Paris. Le film est assez éprouvant à ce niveau-là. Et donc moi, je recommande évidemment de le voir. Il est sorti le 9 octobre, si je me souviens bien. Il est encore en salle. Il est encore dans certaines salles, donc je le conseille. Ça raconte vraiment beaucoup de choses et c'est assez intense. On est tout le temps collé au personnage, filmé de très très près, et on suit vraiment sur un très très court laps de temps. Et évidemment, il y a l'enjeu à ce rendez-vous, il va devoir raconter son histoire, mais on va en reparler de ça. Moi, je tenais à dire que ce genre de film est assez important, puisque sur ces questions-là qui sont extrêmement médiatisées, notamment de plus en plus avec des biais politiques ou des biais racistes ou des préjugés xénophobes, etc., le cinéma de fiction, puisque ça reste avant tout une fiction, même si c'est un peu particulier, on va en reparler aussi, c'est ce qui permet de vivre un peu un chouïa, de toucher un petit peu par quelque chose de viscéral et pas juste des grands discours, à des vies qu'on ne connaîtrait pas. Et notamment, voilà, là on voit toutes ces galères que par exemple des gens comme moi n'ont pas vécu. Effectivement, moi j'ai pas eu ces galères-là pour avoir des papiers en France. Je n'ai pas connu la situation des livreurs que là on voit au quotidien, alors que pour beaucoup de gens, c'est une personne qu'on va voir 5 minutes à la porte, c'est tout ce que les gens vont en retenir. 5 minutes, tu t'es encore. Oui, encore 5 minutes, c'est 5 secondes. Ouais, je suis un petit peu large. Donc c'est un film qui fait ça, et je trouve que c'est un petit peu important parce que c'est des situations dont on parle énormément dans les médias, mais par contre les gens qui les vivent, on leur donne assez peu la parole. Je propose qu'on regarde la bande-annonce. Monsieur Sangaré, moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles. Ça sonne pas. Il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Fais le tour. Toi, c'est pas Emmanuel, toi. Effectivement. Pas eu, là. Ouais, c'est pas eu. Souleymane, Mouriandi. Moi, j'ai besoin des sous. Demain, je te paye à 13h. C'est pour moi. Courage. Merci beaucoup. Vous voulez un coup de main? On va doucement. Souleymane, c'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien, on dans 2 jours. Radio, on a maîtrisé l'histoire, man. Il y a un problème avec le code là.
Mon ami, tu es toujours en retard. Continuez d'avoir un compte. Ça va, t'es pas trop fatigué? 115 Paris, bonjour. C'est pour avoir une place pour ce soir, s'il vous plaît. Faut pas stresser, reste optimiste. S'il vous plaît, ne me pousse pas. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande, t'as pas le droit de frapper chaud. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu me dois rien? Je veux mon argent. T'as pas à avoir peur. Allez, dégage! Tu sais ce que tu as vécu. Et si on me prenne pour un menteur? Non, mais toi, t'es pas un menteur. Tout ira bien. Alors déjà, Sangaré, j'ai une première question pour vous, qui est que l'histoire de Souleymane, c'est pas juste le film, c'est effectivement une fiction, mais c'est aussi votre histoire en partie. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre parcours? Alors, bonsoir à tous et surtout merci pour votre invitation. Merci à vous. Moi, je m'appelle Abou Sangaré, d'origine guinéenne. Enfin, je suis arrivé en France en 2017 à l'âge de 16 ans. Après, je suis parti directement sur Amiens. Et depuis 2017 jusqu'à maintenant, je vis là-bas en tant que mécanicien poids lourd. Ce que j'ai étudié au lycée. Et voilà. Voilà. Et c'est des choses que vous avez pu mettre dans le film? Non, il n'y a pas de mécanique dans le film. Alors, ce film part de la livraison et les sans-papiers. C'est vrai que d'un côté, j'ai fait partie des sans-papiers, mais en ce qui est de la livraison, ce côté-là, je n'avais jamais fait à part de ces projets de films. Donc, en ce qui concerne de mon histoire personnelle, oui, à la fin de la scène, ça, j'ai mis mon histoire personnelle dedans, qui est l'histoire de ma mère. Donc, voilà. Et cette histoire, je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu, mais c'est l'histoire de la raison pour laquelle vous avez fait tout ce parcours-là, et tout ce parcours. Exactement. Parce qu'il me semble que dans le film, c'est le même, c'est-à-dire, si je me souviens bien, Guinée, Algérie, Libye, Italie. Exactement. Alors, enfin, moi, je suis parti pour une raison de ma mère. En gros, c'est une personne qui était vraiment malade. Enfin, j'aime pas aborder le terme, mais c'est nous, les personnes comme ma mère, on les considère comme un fou, mais pas un fou qui a fumé la drogue ou pour être fou, mais un fou qui a eu une maladie et qui a perdu son cerveau. Du coup, moi, j'ai vécu comme ça avec ma mère jusqu'à un moment donné, avec toutes les charges qu'ils avaient. J'avais plus le moyen de financer, faire des besoins médicaux. Du coup, j'ai décidé de partir en 2016. Et j'ai pris la route du Mali. J'ai traversé le désert. Je suis arrivé en Algérie. Là-bas, j'étais trop petit pour travailler. J'ai travaillé avec des personnes un peu à domicile. Après, on a pris le convoi pour rentrer en Italie, en Libye. Arrivé en Libye, bon, honnêtement, je m'attendais vraiment que ça allait être facile en Libye, mais c'était l'enfer. Il fallait même pas que je passe par là. C'était l'enfer. J'ai fait 2 semaines de prison sans savoir pourquoi. Parce qu'il fallait juste payer l'argent. Et si tu n'as pas d'argent, c'est qu'il faut soit tu meurs là-bas, ou soit tu deviens autre chose. Donc, mais Dieu merci, j'ai eu des bonnes personnes qui m'ont aidé juste à me faire traverser sans trop rien demander. Et je suis rentré comme ça en Italie. Après, l'Italie, bon, pour moi c'était compliqué. Une personne qui ne parle pas correctement français, quand on lui demande d'apprendre la langue italienne, surtout quelqu'un qui a une charge déjà sur l'épaule, je pense que ça va être compliqué. Du coup, je me suis dit, il faut tenter de rentrer en France. Peut-être que là-bas, ça va être mieux pour moi. C'est comme ça que j'ai pris la route et je suis rentré à Paris un soir. Et aussi, c'était un peu trop grand parce que moi, honnêtement, même en Guinée, je n'ai pas l'habitude de vivre dans des grandes villes. J'ai toujours eu l'habitude de vivre dans des petites villes. C'est comme ça que je suis parti à Amiens. Et sans non plus un choix, en fait. Ce n'était pas un choix d'aller à Amiens. C'est parce que Paris était grand, je ne pouvais pas rester ici. Et j'ai demandé des personnes qui m'ont conseillé d'aller dans des petites villes. C'est comme ça que je suis allé à Amiens, sans faire attention. Mais je crois que personne ne va à Amiens par choix, de toute façon. Non. Si, François Ruffin. Et à partir de là, comment s'est fait le film? Parce qu'on l'a dit, vous n'êtes pas acteur
professionnel. Non. Vous êtes mécanicien, y compris à Amiens. Du coup, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs amateurs qui ont ces parcours-là, qui sont dans le film? Et comment était aussi écrit le film? Parce que j'ai vu qu'à la fin, les gens étaient remerciés pour leur témoignage. Donc comment vous avez travaillé là-dessus? Alors c'est plein de questions différentes en Ouais. fait, ça que tu poses là ou là. Moi, j'aime bien savoir comment les choses ont été fabriquées. Ben, on peut tout expliquer, comme Sangaré a bien expliqué son parcours, on peut expliquer un peu le parcours du film. Quand j'ai décidé de m'attaquer à ce sujet, donc les livreurs à vélo, les livreurs de nourriture, ceux qui livrent pour les applications, Uber Eats, les Deliveroo, les choses comme ça, comme j'y connaissais rien, comme il n'y a pas vraiment de livres qui racontent ça, ben, je suis sorti dans la rue et j'ai rencontré des gens. Et tous ceux qui ont accepté de me parler, je leur ai parlé longtemps, je les ai interviewés longtemps, on a pris des cafés ensemble, on a parlé, ils m'ont raconté, ils m'ont un peu déplié tout, comment ils travaillent, comment ils font notamment, ce qui m'a beaucoup intéressé tout de suite, comment ils font pour travailler quand ils n'ont pas de papier, que donc ils ne peuvent pas ouvrir un compte sur ces applications et que donc ils vont louer le compte de quelqu'un d'autre. Comment marche tout ce business de sous-location de compte? Ça m'a beaucoup intéressé. D'une part parce qu'on peut dire sociologiquement c'est intéressant, mais aussi parce que c'est une mine d'histoires possibles en fait, toutes ces histoires de sous-location de compte avec toutes les arnaques qui vont avec toutes les histoires de disputes entre le livreur qui travaille et son titulaire de compte qui l'exploite. Voilà, tout ça m'a beaucoup intéressé. Donc ça a été la première étape de mon travail, c'est-à-dire réunir une sorte de base documentaire dans laquelle j'ai pu puiser ensuite pour écrire le scénario. Écrire le scénario dans un projet de film, c'est toujours le plus long. Donc 3 ans après, je suis prêt enfin, le scénario est prêt, on a de l'argent pour faire le film. Donc là, on se met en casting. C'est-à-dire, on va se dire, OK, maintenant qu'on a écrit un scénario qui raconte l'histoire d'un livreur guinéen, qui raconte les 48 heures qui précèdent son entretien à l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui va incarner maintenant ce rôle de Souleymane qui est écrit. Donc, comme il s'agit d'un livreur guinéen, de nouveau, je sors dans la rue avec ma directrice de casting, Aline Dalvis, extraordinaire, et de nouveau, on cherche des livreurs, et on cherche les livreurs guinéens cette fois-ci. Et vous avez sans doute remarqué que dans les villes, les livreurs, ils ne vont pas n'importe où. On les voit souvent arrêtés à certains endroits. En fait, ils ont des bases. C'est-à-dire que chaque matin, quand ils vont bosser, ils vont pas à l'usine, ils vont à leur base, c'est-à-dire cet endroit où ils se réunissent, qui est souvent devant un endroit où il va y avoir beaucoup de commandes, donc devant un McDo, un KFC, un truc comme ça. Et là, ils vont retrouver un peu leurs copains de livraison, qui sont souvent des gens de la même nationalité qu'eux. Donc, par exemple, il y a des bases guinéennes à Paris, il y a des bases ivoiriennes, il y a des bases maliennes. Voilà. Et une fois qu'on comprend un peu la géographie de Paris, pour faire du casting, on sait où on va chercher les Guinéens. Et on en rencontre comme ça des dizaines et des dizaines et des dizaines. Tous ceux qui me plaisent un peu, je les fais venir dans mon bureau de casting. On fait passer des essais. Et au bout de 2 mois et demi, de 200 essais, on n'a toujours pas trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On élargit un peu la recherche, toujours dans la communauté guinéenne. Et c'est comme ça qu'un jour, on arrive à Amiens, où moi, j'ai eu une très bonne sensation tout de suite en arrivant à Amiens. Il y avait un petit rayon de soleil après la pluie. C'est vrai, il pleut beaucoup là-bas. Mais il y a eu un petit rayon de soleil. Et avec Aline, donc toujours cette même directrice de casting, on s'est dit, ça va être une bonne journée. Et donc, on arrive dans une association qui s'appelle la Boîte sans projet, une association d'Amiens qui est dirigée par un monsieur guinéen. Et dans cette association avec laquelle on avait échangé les semaines précédentes, ils avaient réuni pour nous 25 jeunes Guinéens. Et donc parmi ces 25 jeunes Guinéens, il y en a un qui pose beaucoup de questions, un peu comme on dit poliment, casse-bonbon. C'est lui, voilà, qui était assis juste à côté de moi et qui pose plein de questions, tout ça. Et après, on fait passer des petits entretiens très rapides, parce qu'on en a 25 qui sont là et qu'il faut traiter ça rapidement. 5 minutes, 10 minutes par personne. Et puis, lui, il s'en va tout de suite. Parce qu'il est pressé. Et l'après-midi, on se dit, sous les 25 qu'on a vus, on aimerait bien en revoir 4. On aimerait bien en revoir 4 et il y en a 3 qui viennent tout de suite. Et puis le 4e, il nous dit non, moi je suis en train de réparer une voiture là. Il y a un monsieur qui m'a confié sa voiture et je dois la rendre bientôt. Je peux pas le faire attendre. Donc non, c'est pas possible. Donc et vous avez dit c'est celui-là. Du coup. Non, moi c'est pas parce qu'il est têtu qu'on l'a pris. Hein. On l'a pris parce qu'il était meilleur que les autres. Donc on a failli le rater. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à dire il y a le train bientôt. On a eu une longue journée. Voilà. Et puis au dernier moment, il arrive. On fait des essais derrière la gare, dans le parc. Et puis on se dit vraiment intéressant. Voilà. Pour le coup, vous avez eu le nez creux puisque je ne sais pas si en régie vous pouvez passer les images de la cérémonie de remise de prix, mais donc vous avez eu le prix. Alors il y a eu les prix du film, mais spécifiquement le prix d'interprétation masculine pour Sangaré. À Cannes a un certain regard. Donc je sais pas si on a les images en régie de la cérémonie, mais
qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que ça devait être fou. De premier film, vous ne vouliez pas faire de cinéma à la base en plus? Alors, c'est pas que je ne voulais pas faire du cinéma. En gros, on est né sans travail, en fait. Moi, j'ai choisi la mécanique. J'ai un travail qu'on m'a proposé, qui est du cinéma. Je l'accepte. Et je gagne quelque chose, c'est-à-dire je me fais plaisir dedans. C'est-à-dire je rencontre des super personnes, des super équipes, fait des humains. Du coup, ça m'a fait un coup de cœur dont moi, j'avais jamais vécu dans ma vie. Honnêtement, 2018-2019, quand on m'avait dit que moi, Sangaré, j'allais passer faire la télé comme ça en France, j'allais me dire, mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais là, d'un coup, ça arrivait, donc, à Cannes. Pour moi, c'était un coup de cœur très, très fort, mais que des sentiments, en fait. Du coup, je l'ai accepté et on a été récompensé dans un premier temps par le public de Cannes, ensuite par un prix, par 2 prix, prix du jury, prix d'interprétation masculine. Ça, c'est pas au hasard. Et je les remercie infiniment, ainsi que vous, les humanités, parce que c'est tous les deux qui vont ensemble. À quel point est-ce que vous vous trouvez bon quand vous regardez le film? À quel point est-ce que vous êtes fier de vous quand vous voyez? Est-ce que vous vous dites, bah oui, je comprends qu'il m'ait salué parce que c'est vrai que voilà, le film est extraordinaire et ma prestation, elle est bonne. Comment vous jugez, vous? C'est jamais facile de se voir à l'écran. Comment vous jugez votre performance sur le film? Alors, moi, personnellement, je ne me juge jamais. Quand je me regarde à la télé, c'est un travail que j'ai effectué, je l'ai fait. Après, maintenant, je reçois quand même des commentaires qui me parlent, en fait, qui me touchent, mais vraiment du côté du bon sens, en fait. Et ça me fait quelque chose de bien. Mais en gros, je ne me dis pas, oh non, comme les gens me disent, ah, maintenant tu te désignes comme acteur ou mécanicien. Moi, je suis mécanicien poids lourd. L'acteur, ça, c'est un travail secondaire. C'est du bonus. C'est du bonus. Ouais. Si ça arrive, hop, je le stoppe, comme l'histoire de Suleiman. Mais dans ma tête, je vais travailler dans la mécanique, même en étant acteur. Et une conséquence aussi, ça a changé aussi quelque chose. Vous avez eu beaucoup de médias, télé, de radio qui ont parlé de votre histoire, de magazines aussi. Parce qu'il faut dire que, du coup, effectivement, vous avez mis beaucoup dans Suleiman, mais vous êtes toujours dans une situation administrative qui n'est pas réglée. Et alors, qu'est-ce que ça a changé à ce niveau-là D'abord, pour parler de la presse de ces films, là, je vais d'abord remercier notre, presse, qui est Hassan Guerra et Julie, qui ont fait toutes sortes de travail formidables. Les attachés de presse. Enfin, les attachés de presse, qui ont travaillé de ouf jusqu'à arriver à ce niveau-là. Du coup, je les remercie tout profond de mon cœur. Et en ce qui concerne, des médias, en gros, moi, personnellement, je ne m'intéresse pas trop, aux médias. Je m'intéresse uniquement à des personnes qui m'envoient messages, qui me remercient, qui me félicitent. Après, je les remercie. Après, tout ce qui est commentaire, polémique, des choses, honnêtement, moi, je ne suis pas... C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête, qui est l'histoire des titres et des séjours. La seule chose que moi, je regarde le matin, c'est mon adresse email. Voici, je n'ai pas reçu un mail de la préfecture. Après, le matin, si je n'ai pas ces messages de la préfecture, toute la journée, j'ai... Et au niveau justement vis-à-vis de la préfecture, ça a changé quelque chose parce que les refus, tous ces galères administratives qu'on peut voir dans le film, vous les avez vécues aussi. Et qu'est-ce que ça a changé médiatiquement? Est-ce que le film a changé quelque chose vis-à-vis de la préfecture et de ces galères-là? Oui, je peux dire que oui, c'est que le film a changé quelque chose parce que le film a... Après Cannes, j'ai reçu un mail de la préfecture qui me dit de redéposer une 4e demande qui va réévaluer. Ça n'était jamais arrivé, ça. Toujours, quand tu as un refus, il faut attendre 1 année, parce qu'il était sous le QTF, il faut attendre 1 année pour pouvoir déposer une nouvelle demande. Et là, tout de suite, après 2 mois de refus, j'ai reçu un mail de la préfecture qui me propose d'aller déposer une autre demande. Je pense que le film a eu un effet positif sur ma situation personnelle.
J'ai une question aussi pour Boris, parce que vous, du coup, vous avez fait le choix, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce film. Enfin, j'imagine pas tout seul, mais voilà. Mais vous, c'est pas votre premier film. Vous avez plutôt commencé dans le documentaire au Vietnam, si je me trompe pas. Vous avez beaucoup travaillé à ce niveau-là, mais vous avez aussi fait d'autres fictions, là plutôt en Afrique. Et à chaque fois, dedans, il y a le thème. Alors, il y a l'Afrique évidemment, puisque c'est là où vous travaillez, mais il y a les thèmes des guerres, des migrations et qu'on retrouve encore jusque dans l'histoire de Souleymane. Donc pourquoi aller travailler là-bas et qu'est-ce qui vous intéresse dans ces récits-là? Je pense que ce qui me... Bon, déjà, avant même la question des guerres et tout ça, mon désir de cinéma, il a toujours été lié à un désir de voyage, à un désir de changer de monde, enfin de changer de monde, pas de changer le monde, hein, mais de changer d'environnement. Et dans mon expérience personnelle, c'est toujours les moments où je voyage, où je suis le plus ouvert, le plus réceptif, où je ressens les choses les plus fortes. Voilà. Donc ça a été notamment ma découverte du Vietnam quand j'avais 25 ans, qui était un moment très très fort de ma vie. J'ai appris à parler vietnamien, j'ai commencé à faire des documentaires là-bas ensuite. Ça a été très fort. Et puis ça a été l'Afrique. Je pense que ce qui m'a beaucoup attiré en Afrique, c'est le sentiment que, et ça va avec la dureté de la vie de beaucoup de gens, mais que beaucoup de gens, y compris des gens ordinaires, peuvent y vivre des événements ou des aventures hors du commun. Des gens ordinaires peuvent y vivre des aventures hors du commun. C'est le cas avec les migrants, par exemple. Si on regarde ces voyages de migrants, comme le voyage qu'a fait Sangaré à travers la Libye, par exemple, des gens tout à fait ordinaires prennent la route et se retrouvent à vivre des aventures qui sont au-delà de tout ce qu'on peut vivre en France. Voilà, donc ça m'attire beaucoup, l'impression qu'on peut... Du coup, en Afrique, comme réunir deux choses qui peuvent sembler très lointaines l'une de l'autre, qui est d'un côté l'épique, l'épopée, des choses plus grandes que nous, plus grandes que nature, et de l'autre côté un cinéma du réel. Voilà. On peut faire de l'épique, mais qui ne soit pas raconté, moi je sais pas, les batailles napoléoniennes. On peut faire de l'épique aujourd'hui, ancré dans le réel, et faire un cinéma du réel. Ça, voilà. Et ça, j'ai du mal à le trouver en France. Mais cela dit, j'ai fait l'histoire de Souleymane, qui est un film parisien. Donc pour la première fois dans ma carrière, j'ai réussi à ramener mon désir de cinéma à Paris, mais en ramenant l'Afrique à Paris. Oui, et d'autant qu'il y a aussi le côté épopée assez extraordinaire, en fait, pour quelque chose qui est le quotidien, en fait, de beaucoup de gens. Je vous garde avec nous un petit peu. On va accueillir Léa, qui est journaliste à l'Humain et qui va tous les mois, dans cette séquence, nous faire une chronique manga. Bienvenue Léa. Salut. Alors, salut à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien dans le chat, que vous n'êtes pas trop fatigués, parce que j'imagine que vous nous regardez après une très très longue journée de travail. Et il faut savoir que vous ne faites pas semblant, comme Sarah Salman, pour faire plaisir à François Ruffin. Si ça se trouve, vous faites partie de la team de Souleymane, et si c'est le cas, vous vous tuez à la tâche pour un salaire de misère, quoi. Alors Léa, excuse-moi, il me semblait que tu devais faire une chronique manga et pas faire la syndicaliste comme tout le monde à l'UMA. Ouais, bon, ok, pas de panique, j'y viens. Et d'ailleurs, les deux sont liés. Bon, je reprends. Si ça se trouve, vous vivez la même galère que Souleymane et que le personnage principal du manga Zom 100, Bucket List of the Dead. En français, ça veut dire liste des choses à faire avant de mourir. Donc, c'est le manga que je vais vous présenter ce mois-ci. Il est d'abord sorti en papier et ensuite en animé depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le personnage principal, le héros, c'est lui, Akira. Et donc, oui, en 2024, on a encore des personnages qui s'appellent Akira. Ça, c'est un peu un héritage de ta génération bolchevique, pour le coup. D'accord. Et donc, il raconte quoi, ton manga de jeune? Alors, Akira, son rêve, c'est de bosser dans une boîte de pub. Et donc, pour atteindre son objectif ultime, il va accepter n'importe quoi, n'importe quelle condition de travail. Du coup, il enchaîne les journées et les nuits, et oui, je le précise, hein, les nuits de travail, et il trouve à peine quelques heures pour s'assoupir devant son écran d'ordi, mais en fait, il est en burn-out complet. J'ai des rêves plein la tête et de grandes aspirations pour mon avenir. Seulement... Si tu pisses pas du sang, c'est que tu travailles pas assez. C'est normal si t'as des ulcères, ça fait partie du job. Venez pas valider chaque putain de détail! Vous êtes trop gros pour faire preuve d'un peu de bon sens ou quoi? Mais oui,
C'est donc ça, de se faire exploiter par... Bon, en gros, c'est des journées de travail harassantes, du management toxique, pas de congés payés. En fait, c'est un peu comme ce que vit Suleiman sur son vélo. Mais du coup, allô Uber, allô Deliveroo, on est en train de vous parler là. Hein. Vraiment, c'est vous qu'on vise. Mais bon, pour en revenir à Akira, la seule chose qu'il fait tenir, c'est son crush pour Saori Hattori de la compta. Mais il se trouve qu'en fait, c'est la maîtresse de son boss. Donc bon, je te laisse deviner la suite. Bah, j'imagine qu'ils quittent leur boulot et ils partent vivre à la campagne et faire des enfants, vivre une vie de paix. Alors non, pas du tout. En fait, ils se réveillent dans un monde apocalyptique dans lequel les humains se transforment tranquillement en zombies. Donc pour le coup, pour un expert de pop culture, on repassera. Mais bon, bref. Et donc du coup, Akira, il est complètement choqué. Donc vous pouvez le voir sur ce qui s'affiche. Il est vraiment choqué. Il y a des zombies de partout. Donc son boss est devenu un zombie à qui il présente enfin sa démission. Sa crush aussi est une zombie et donc du coup il lui avoue ses sentiments. Bon, en gros, pour Akira, il faut attendre que les gens se transforment en zombies pour pouvoir être honnête avec eux. Ça, c'est un petit peu un comportement d'homme quand même. Mais bon, bref, petite parenthèse. Sinon, il ne faut pas compter sur Akira pour sauver l'humanité de cette galère. Il n'en a vraiment rien à faire, il n'est pas là pour jouer le héros. Il est en fait ravi que le monde subisse une invasion de zombies. Lui, il peut rester tranquillement chez lui et surtout, il évite d'aller bosser. Et donc ça, c'est génial. Donc c'est des jours de congés, donc certes pas payés, mais au moins, il est tranquille. Et donc, avant qu'il se transforme lui-même en zombie, l'ancien travailleur exploité fait l'expérience du repos. Et ça, c'est génial, en fait, le repos. Et il y a enfin droit. Et donc, pour ce repos, il va créer une liste de 100 choses à faire avant de mourir, c'est-à-dire Bucket List of the Dead. Alors, ce que je vois là, c'est que sa liste de choses à absolument faire avant de devenir un zombie, c'est rentrer et voir sa famille, boire et plaisanter toute la nuit avec son meilleur ami. Ouais. Très épique. Bah, il est plutôt gourmand, hein. Je pense que voilà, il est au top. Il demande juste à avoir un peu de temps libre et un peu de temps pour lui qui ne serait pas bouffé par le capitalisme. Donc du coup, dans le chat, répondez-nous. Est-ce que vous pensiez vraiment que les mangas ne faisaient pas dans la critique sociale, dans la critique d'exploitation des travailleurs? Bon, en tout cas, si c'est le cas, c'est parce que vous n'aviez jamais entendu une chronique manga de l'UMA. Effectivement, on dirait que c'est le droit à la paresse en manga avec des zombies, donc je suis assez convaincu. On se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup Léa et bravo. À bientôt. Salut. Bientôt. À bientôt. Salut. Je vais me retourner vers vous justement sur cette question dans le film, on voit le travail des livreurs et on voit surtout, pas juste à quel point c'est de l'exploitation, mais comment c'est le fait que ces gens soient maintenus dans l'irrégularité qui fait qu'ils peuvent être exploités comme ça. On voit comment le fait de ne pas avoir de papier, ça peut être utilisé pour mal payer les gens, pour les employer de manière illégale, etc. Est-ce que c'est un sujet dont vous vouliez absolument parler, l'aspect de l'exploitation et de tout ce système économique qui est basé sur le fait qu'on maintienne les gens dans l'irrégularité et qu'on ne leur donne pas les droits et les papiers? Bien sûr, moi, ce qui m'a intéressé d'emblée dans cette figure du livreur, c'est qu'il est au croisement de deux grandes thématiques, qui sont la thématique migratoire. Donc, la majorité des livreurs parisiens sont sans papier. C'est quand même assez incroyable parce qu'ils sont quand même très visibles, tout le monde sait ce qu'ils font et tout le monde le sait, mais ils sont sans papier. Et en même temps, ils sont ces travailleurs de l'économie numérique. Et pour moi, c'est pas un hasard qu'il y ait cette convergence entre la question très contemporaine de l'économie numérique et cette question migratoire. Parce qu'en fait, dans les deux cas, on a des gens très isolés en fait. Le migrant sans famille, loin de sa famille, loin de ses proches, loin de ce monde familier dans lequel il a grandi, il est isolé, comme est isolé le travailleur numérique qui est de cette manière sans collègue, qui n'a même pas de patron, puisque le seul vis-à-vis qu'il a, c'est le téléphone et l'application qui est une sorte de dieu au-dessus de ça. Et donc il y a un vrai rapprochement des deux, ce que je trouvais très intéressant. Voilà. Et Sangaré, en interview, vous avez beaucoup parlé de ça, du fait, même si vous n'avez pas été livreur, du fait de pas avoir de papier, de ne pas être régularisé, comment ça vous mettait un petit peu en danger, la difficulté de trouver un bon travail, un bon logement, etc. C'est toujours ça, c'est ce que j'ai dit dans toutes mes interviews. En fait, l'histoire des papiers ici, c'est quelque chose qui est très
qu'on peut pas aborder en fait, puisque c'est des choses visuelles. Du moment où on te refuse un titre de séjour, ça veut dire que toi, tu n'as pas le droit à rien. Ça veut dire que tu t'occupes de toi, quoi. Donc, il y en a, ça arrive que certains n'arrivent pas à supporter, parce que des fois, tu vas voir deux frères qui viennent du même pays, voire même en même famille, on donne à l'autre, et l'autre, on le refuse. Et ça lui fait quelque chose, il y en a, ils ne le supportent pas. Il y en a, il va boire de l'alcool, il va fumer, je ne sais pas, quelque chose. Il y en a, ils perdent la tête. Donc, moi, Dieu merci, j'ai été prise par des bonnes personnes, par des bonnes mains. Et moi, alors, je n'ai pas de papiers, mais tout ce qui est souffrance, genre passer la nuit dehors, honnêtement, depuis que je me suis retrouvé à Amiens, je n'ai jamais passé une nuit dehors. Juste grâce aux associations, grâce aux écoles, grâce, en tout cas, à toutes personnes qui sont engagées au sein de l'humanité. Et Amiens, c'est une ville comme ça, en gros. Une ville dont, pas de racisme, en fait. C'est tout ce que je peux dire. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux intervenir là-dessus. Tu disais un truc intéressant sur le film, c'est que le film aussi, il montre plein de galères et aussi des gens qui se font pas de cadeaux, quoi, qui se font vraiment des coups bas, mais il montre aussi des solidarités collectives. Je sais pas si tu veux en reparler de ça. Oui, c'est vrai qu'on échangeait ce midi là-dessus, quand on préparait l'interview, à quel point, effectivement, il y avait des moments qui étaient très durs dans le film, mais qu'il y avait aussi ces moments qu'on connaît en plus quand on est en France et quand on est dans le milieu associatif, où il y a des gens qui vous tendent la main, que ce soit la personne au café qui vous fait un café gratuit, etc. Et en fait, ça a quand même aussi jalonné votre vie. Vous avez aussi trouvé plein de personnes comme ça en France, à Paris ou à Amiens? Oui, à Amiens surtout. Moi, depuis mon arrivée à Amiens en 2017, j'ai été prise en charge tout de suite, pas par l'administration, mais vraiment par des associations, par des bénévoles. Vous pouvez dire leur nom si vous voulez. Alors, comme je cite la BSP, la boîte sans projet, j'ai eu tous ces projets-là. Et il y a aussi, comment on dit, il y a RESF, qui, en gros, qui s'occupe. Alors, en gros, RESF, c'est des personnes, à un moment donné, c'est-à-dire à l'air là, à ces moments d'hiver, et ils quittaient dans leur chambre bien chaude et venaient passer la nuit avec nous au parc. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais vu en fait. Et c'est tout le temps comme ça. Même à l'heure où je parle là, Sibyl, il s'occupe de quelqu'un là. Réseau Éducation Sans Frontières. Ouais. Réseau Éducation Sans Frontières, oui, c'est eux qui ont permis à ce que Sangaré puisse être scolarisé alors qu'il n'avait pas été reconnu comme mineur par l'administration française, qu'il puisse être scolarisé, aller au lycée, passer un bac. Voilà, c'est très frappant. Moi, j'ai beaucoup tourné avec le film avant la sortie. J'ai fait quasiment une projection par soir pendant 2 mois et demi. Et presque dans toutes les villes où j'ai fait des projections, il y avait des associations qui se demandaient à être partenaires de la projection du film. Et donc, dans toutes les villes de France, comme ça, on rencontre des gens de ces associations. Donc là, on parle de RESF, mais il y en a plein d'autres. Il y a Welcome, il y a plein d'associations qui s'occupent de l'aide juridique pour accompagner juridiquement les personnes qui sont dans les demandes, qui s'occupent de loger des gens qui sont mineurs ou des familles ou des gens qui sont en danger, qui ont des enfants, qui s'occupent de loger des gens chez eux, chez d'autres gens, qui s'occupent de plein de choses comme ça. Et c'est assez incroyable tout ce réseau en fait, il y a un vrai maillage en fait du territoire fait par des gens qui sont des bénévoles, comme disait Sangaré, qui font ça uniquement à cause de leur amour de l'humanité. Et c'est assez incroyable en fait. Alors, moi j'ai regardé aussi les médias qui avaient réagi à cette affaire, et dont des médias pas très connus pour, on va dire, leur ouverture à la question de l'accueil des migrants. On va vous passer un petit extrait d'un certain Cyril Hanouna sur Europe 1, et vous allez voir, il y a des gens étonnants qui réagissent de manière étonnante au film et à la situation. Gilles Verdès, vous êtes pour lui enlever son OQTF, hein? Moi, je suis pour lui enlever son OQTF. Je veux bien qu'il soit régularisé. Mais je veux qu'on régularise tout le monde. Je veux pas d'exception du comédien primé ça, à Cannes, etc. Ça, c'est normal. Voilà. Ça, c'est normal. C'est sa 4e demande. Oui, mais vous voulez qu'on régularise tout le monde, vous? Tout le monde. Comme Lucie Castel. Moi, j'avais dit tous les sans-papiers. Oui, je suis pour la régularisation des sans-papiers. Gilles Verdès est pour la régularisation de tous les sans-papiers. Oui. Gilles Verdès, il démarre très bien cette émission.
Oui, voilà. Alors, on vous épargne toute la suite, mais là, dans cette émission, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils sont très embêtés, manifestement, avec cette situation, même sur des plateaux comme ça, et pas seulement par le film, mais par, en fait, le fait d'être face à votre parcours Sangaré. Et moi, j'ai regardé. Pour vous, je me suis tapé toutes les émissions. J'ai tout regardé aussi. Ouais, ok, d'accord. C'est vraiment un truc. Assez impressionnant et ils sont très embêtés et justement moi ça me pose plusieurs questions. Déjà Sangaré, est-ce que ça fait pas un peu bizarre du coup d'avoir le poids d'être un représentant maintenant quelque part public, un représentant dans les médias des gens en situation irrégulière, des sans-papiers? Je savais que la question allait venir. Non. Sangaré président, c'est bien. Non. Alors, en gros, moi, je suis le représentant de l'histoire de Souleymane en tant que l'acteur principal de l'histoire de Souleymane. Je ne suis ni porte-parole des sans-papiers, ni porte-parole des livrets. Moi, je suis un sans-papier. Un sans-papier ne peut pas être porte-parole d'un sans-papier. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Non. Mais, quand même, je souhaite quand même le bien-être de tous les sans-papiers, quel que soit son endroit. En tout cas, je le souhaite qu'ils aient une porte d'ouverture. Parce que je sais, c'est comme, surtout en ces moments d'hiver, je sais à quel point c'est compliqué. J'en ai vécu. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu là-dedans. Et justement, là où je trouve c'est intéressant, c'est que, en fait, face à votre histoire, on voit qu'ils sont obligés de dire... voilà, il faut qu'il soit le bienvenu, il faut qu'il soit régularisé. Même là, même sur ce plateau-là, ils sont très embêtés avec ça. Mais ça pose une autre question, et c'est ce que dit. C'est pour ça que j'ai choisi ce moment avec Gilles Verdez. C'est peut-être qu'il ne faut pas juste régulariser Sangaré, j'allais dire Souleymane, mais Sangaré parce qu'il a eu un prix à Cannes, tout comme on pense aussi à Mamoudou Gassama, qui lui, il me semble d'origine malienne, qui était le pompier qui était monté au balcon sauver un enfant et qui avait été naturalisé, etc. Et tout le monde ne peut pas avoir un prix à Cannes ou être carrément un super-héros. Voilà. Et donc ça oblige à poser cette question de qui est légitime à être régularisé. Et là-dessus, je retournerai sur le film parce que, sans vouloir trop en raconter, moi, il y a un truc que je trouve qui fonctionne très très bien dans le film et qui est très intéressant sur cette histoire, c'est qu'on le voit dès le début. Pour Souleymane, il y a un enjeu d'apprendre une histoire, de raconter une histoire qui colle bien à ce qu'attend la préfecture du réfugié politique, etc., pour qu'il soit bien pris. Et jusqu'à ce que, évidemment, à la fin, on arrive au moment de comprendre c'est quoi son histoire vraiment à lui. Et ça, je trouve ça très fort. Et j'imagine que c'est quelque chose qui a été important pour le film, d'autant que c'est inspiré de votre histoire à vous, qui n'est pas une histoire comme ça on va dire cliché de vraiment genre de réfugiés politiques, comme on peut le voir héroïsé par ailleurs. Et je trouve que ça transmet, ça pose la question de la légitimité un petit peu de tout le monde, en fait, en réalité, et y compris de gens qui viennent pour des raisons qui sont très personnelles. Vous parliez des raisons autour de la situation de votre maman, par exemple, et qui sont pas moins fortes, moins légitimes, et complexe. Voilà. C'était pas vraiment une question en fait, mais si mais moi, je tenais à le dire parce que j'ai trouvé ça vachement bien. C'est très intéressant ce que tu dis, mais d'ailleurs je vais rebondir. Non, je veux juste préciser quelque chose, parce que juste préciser quelque chose, qui est que la situation de Souleymane et la situation de Sangaré, elles sont un peu différentes. Souleymane, lui, il est demandeur d'asile. Donc le rendez-vous qu'il doit avoir dans le film, c'est pas un rendez-vous à la préfecture. Je me permets de faire une petite précision comme ça. N'hésitez pas à expliquer aussi. C'est que lui, il a rendez-vous à l'OFPRA, donc Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est là où on va se présenter quand on veut obtenir l'asile. L'asile, c'est un des, je dirais, des deux moyens d'obtenir une régularisation, d'obtenir un titre de séjour rapidement. Il y en a deux en fait des moyens. Le premier, c'est d'être reconnu mineur.
Si vous arrivez et si vous vous dites que vous avez moins de 18 ans et si l'administration reconnaît que oui, vous avez bien moins de 18 ans, à ce moment-là, l'administration doit vous régulariser et vous prendre en charge. C'est l'obligation de la France. La France a signé des traités internationaux pour ça. Et l'autre obligation de la France, c'est que si quelqu'un peut démontrer qu'il est en danger dans son pays, il va recevoir l'asile. Voilà. Donc je précise que c'est... Voilà. Sangaré, lui, il est arrivé mineur, il est arrivé à 16 ans. Malheureusement, et donc il a demandé à être reconnu comme mineur, malheureusement, l'administration ne l'a pas reconnu comme mineur. L'administration a dit, mais non, vous n'êtes pas mineur, monsieur. Il a fait un recours, le recours a traîné. Ça arrive très souvent, ça. Finalement, ce qui arrive très très souvent, finalement, au bout d'1 an et demi, on lui dit, monsieur, vous allez devoir faire un test osseux pour prouver votre âge. On fait le test osseux sort, et le test osseux dit, vous avez 18 ans, plus ou moins 6 mois. Ce qui rétrospectivement prouve que quand il avait dit qu'il était mineur, il était bien mineur. Mais voilà, mais maintenant vous avez 18 ans plus ou moins 6 mois, donc vous n'êtes plus mineur, donc on ne vous donne pas de papier. Voilà, ça c'est l'histoire de Sangaré. L'histoire de Souleymane, elle est différente. L'histoire de Souleymane qu'on raconte dans le film, donc c'est de quelqu'un, dont au début effectivement on ne sait pas grand-chose, qui veut, c'est le seul moyen, étant majeur, le seul moyen qu'il a pour obtenir une régularisation rapide, c'est l'asile. C'est la seule chose qu'en fait que le système français lui propose. Et quand on arrive, quand on est dans une situation de survie, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que c'est bien de mentir, est-ce que c'est pas bien de mentir. Non, on prend la seule stratégie possible pour obtenir des papiers qui sont le sésame pour tout, pour avoir une vie en France en fait. Donc, Souleymane, le personnage du film, qui n'est pas Sangaré, encore une fois, il va essayer de tenter sa chance pour l'asile. Et pour ça, il pense qu'il faut avoir un récit politique. Et donc, il se fabrique, avec un expert en asile, un récit politique cousu main qui devrait normalement marcher à l'OFPRA pour obtenir un titre d'asile. Et donc, tout le film raconte comment ce personnage se prépare. Il n'invente pas, lui, il prend un expert qui l'aide, mais il se répète en fait sa leçon pour se familiariser avec cette histoire qui est censée être la sienne et pouvoir se présenter le jour dit. Un expert, mais en même temps qui monnaie, sans vouloir trop spoiler le film, qui monnaie finalement cette affaire-là et qui l'a déjà vendu plein de fois. Et en fait, on se voit à quel point aussi il y a tellement de gens qui se font de l'argent là où c'est possible de s'en faire, quoi. En fait, ce que raconte le film, c'est que, et je reviens un petit peu en arrière sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais quand on est sans papier, forcément, le fait de, à partir du moment où l'administration fabrique des sans-papiers, elle fabrique une population qui va forcément être racketée par tout le monde. Bien sûr. Donc quand on est sans-papier, on est racketté par tout le monde. On est racketté pour travailler, donc on voit que Souleymane, quand il veut travailler comme livreur, il doit sous-louer le compte à quelqu'un, il lui reverse 30% de son salaire, ce qui veut dire qu'il est exploité 2 fois. Il est exploité une première fois par l'application, et puis il est exploité une deuxième fois par cette personne qui lui sous-loue son compte. Donc pour travailler, on est racketté. Vous voulez prendre une chambre, c'est pareil. Vous allez sous-louer une chambre dans un HLM en grande banlieue, qu'on va vous louer une simple chambre ou une demi-chambre pour 500 € par mois. C'est bien plus cher que le prix d'un logement social. Et donc pour être logé, vous êtes racketté. Parce que vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas faire une demande normale. Et si vous maintenant voulez demander des papiers, là vous allez être encore racketté par quelqu'un qui vous explique « moi je sais comment on fait, il faut faire comme ci, comme ça ». Voilà. Mais ça, en fait, c'est ça que raconte le film, toute la dureté qu'il y a entre les gens. Cette dureté, avant d'être une dureté entre les gens, elle est fabriquée par le système. Elle est fabriquée par le système qui crée cette situation d'illégalité dans laquelle sont les gens sans papier, qui du coup vont être forcément, dès qu'ils veulent gagner de l'argent, dès qu'ils veulent dormir quelque part, ils vont être obligés de se faire avoir par d'autres. C'est bientôt la fin de l'émission. Je tenais à poser une question qui est revenue sur le chat. Il y a des gens qui demandent où s'en est votre situation avec la préfecture. Je ne sais pas si vous pouvez en parler, parce que ce n'est pas encore terminé. D'ailleurs, vous avez dit que le film se terminerait d'une certaine façon quand Sangaré serait régularisé. Bah oui, moi je peux dire un truc sur ça, c'est qu'on n'a toujours pas fait de fête pour le film. On a un film qui fait plein de succès, on n'a pas fait de fête. On attend un seul truc pour faire une fête pour le film, c'est les papiers. Et pour le moment, il n'y en a pas. Et je ne sais pas si vous pouvez en parler de... Oui, brièvement, oui, on peut faire. En fait, là, je suis toujours en attente depuis que j'ai déposé la demande le 10 octobre dernier. Là, on attend la préfecture. On m'a donné 6 mois de récépissé, vie privée familiale. Et là, j'attends la carte. Et on n'a pas un délai fixe. Ça dépend du préfet. C'est lui qui décide quand il veut donner la réponse et quand il ne veut pas donner. Et pendant ce temps... Pour l'instant, moi, je croise les doigts et
j'attends. Et vous regardez vos mails pour être sûr que Exactement. vous n'avez pas une bonne réponse. Eh ben, on croise les doigts aussi Bah oui. et on souhaite que ça se termine du mieux possible et pas uniquement effectivement parce que vous avez eu un prix, même s'il est effectivement lui aussi tout à fait mérité. Je vous avais demandé à toutes et à tous, et je suis content que vous ayez joué le jeu, des recommandations culturelles pour terminer, parce qu'on voulait finir sur des petites choses positives. Je vois que vous avez amené carrément des objets, ça me fait plaisir, si vous voulez les présenter. Oui, bien sûr. La caméra est juste ouais, par là. C'est Ouais. comme ça. Ouais. Alors j'ai amené 2 livres faits par les mêmes auteurs, donc Olivia Burton au scénario et Maï Grand au dessin. Donc c'est Peut-être 2 ouais, BD. lever un tout petit peu. Voilà, top. Comme ça. Fait. Non, j'essaie de me voir dans la caméra. Ouais, c'est là que c'est mieux, voilà, comme ça. Donc il y a ces 2 BD écrits par les mêmes auteurs. L'Algérie, celui-là, l'Algérie, c'est beau comme l'Amérique. C'est dur de se voir dans l'écran en même temps. C'est encore pire que le miroir. L'Algérie, c'est beau comme. plus difficile que de filmer. Non. Bah, c'est pas moi qui filme, moi je donne juste des consignes comme ça. Moi j'aime le boulot facile. Moi. L'Algérie c'est beau comme l'Amérique, c'est l'histoire d'une petite fille de pieds noirs qui, c'est l'auteur en l'occurrence, qui repart en Algérie et qui revisite et qui redécouvre qu'est-ce que ça veut dire d'être pieds noirs et redécouvre une page de l'histoire de l'Algérie. Et c'est un récit très beau, très sensible, politique aussi, très intéressant. Et des mêmes auteurs, cet autre livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Un Anglais dans mon arbre. Et donc cet auteur qui s'appelle Olivia Burton se demande à un moment donné, au moment où son père meurt, elle se demande si elle ne serait pas la descendante de Richard Burton qui a presque découvert les sources du Nil, ce grand érudit, diplomate et explorateur anglais de l'époque coloniale. Et donc elle part dans un autre voyage, c'est plus l'Algérie cette fois-ci, mais elle part en Afrique centrale à son tour revisiter ces lieux près des sources du Nil. Donc c'est 2 livres que j'aime beaucoup, très beaux dessins, très beaux textes, très émouvants et qui racontent des histoires de voyage comme je les aime beaucoup. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Sangaré, je ne sais pas si vous avez pensé vous avez préparé quelque chose. Oui, en fait, moi, j'ai recommandé le film 22. En gros, c'est un film que j'ai découvert en gros, à Cannes. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Juste le rapport entre le personnage principal et sa petite sœur. Vu que leur père est décédé et que lui, il faut qu'il travaille, il faut qu'il s'occupe de sa sœur. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Il sort en décembre. Il était à Cannes, ouais, c'est ce que j'allais demander. Il sort en décembre. Qui est-ce qui l'a réalisé? Louise Courvoisier, c'est une jeune femme, c'est une jeune réalisatrice, c'est un premier film, je l'ai beaucoup aimé aussi, mais moi je voulais avoir ma propre recommandation. Mais j'ai beaucoup, on l'a vu ensemble le film, on l'a adoré tous les deux. C'est un premier film d'une jeune réalisatrice, qui sort de cette nouvelle école de cinéma de Lyon, la Cinéfabrique, qui est une école que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, et enfin des élèves sortent de cette école, qui est une école assez récente en fait, et sortent de cette école et font des films, et ce film est vraiment super. C'est donc des jeunes paysans incarnés par de vrais jeunes paysans du Jura qui font du comté et qui ont plein de problèmes et des problèmes. Et voilà. Mais ils s'occupent quand même bien de sa petite sœur. Ça boucle le dernier sujet avec le premier, avec les problèmes des agriculteurs qu'on a évoqués avec eux. Théo, tu avais quelque chose? Ouais, moi je suis un peu d'accord parce que j'ai ramené la BD mais j'ai oublié dans mon sac dans les loges. Donc je vous l'aurais bien brandi aussi, mais je peux pas. En plus, elle est assez belle. C'est un roman graphique de Sabrina Calvo. C'est un roman graphique d'anticipation. Donc c'est l'extrême droite qui a pris le pouvoir. Ça se passe à Lyon. Et en fait, il y a des milices fascistes qui font des ratonnades dans les rues, des patrouilles dans les rues. Jusque-là, c'est pas totalement de la SF pour Lyon. Voilà, mais c'est pour ça que je voulais en parler. Trop bien, merci beaucoup, Kat. Donc voilà, elle est là. Et donc il y a une de ces ratonnades qui va infiltrer un groupement queer, on va dire, de militants queer. Et donc ça raconte à la fois une histoire politique autour de ces luttes entre les fascistes et cette communauté queer. À la fois, il y a un peu un triangle amoureux, un triangle polyamoureux dans cette histoire. Et puis ça se finit, je vous spoil pas, mais c'est aussi un peu fantastique. Et donc voilà, en plus les couleurs sont très belles, c'est très coloré, très pastel. Donc voilà, moi ça me parle beaucoup. En plus c'est à Lyon, je sais que ça ferait peut-être plaisir aux Lyonnais, Lyonnaises en force dans cette émission. Oui, mais voilà. Sabrina Calvo est une grande fierté d'ailleurs. C'est la région.
Et toi, Mejdaline? Alors moi, je vais faire un pas de côté, si vous m'autorisez, parce que je trouve qu'on parle vraiment pas assez de sport dans cette émission. Et moi, je suis journaliste sportive initialement. Donc je vais plutôt parler de l'Euro féminin de handball qui commence demain soir. C'est pas souvent qu'on peut voir du sport pratiqué par des femmes de haut niveau à la télévision en clair. Et si je dis pas de bêtises, dès le premier match du premier tour, elles vont être diffusées sur TFX, donc ça va être possible de les voir. Les coéquipières d'Estelle Zeminko, qui sont vice-championnes olympiques, qui sont championnes du monde en titre et qui ont très envie de reprendre une couronne européenne. Ne manquez pas ça. Elles viennent de changer d'entraîneur. La Norvège en face a perdu deux de ses plus grandes joueuses. Bref, ça va être extraordinaire comme compétition. Donc vraiment, suivez l'Euro féminin de handball. Si on a un petit quart d'heure, moi je suis partante pour discuter des forces en présence. Pas malheureusement, mais je valide. Je considère que ça compte dans la culture populaire. Donc tu peux arriver avec toutes tes recos de sport. Toi, tu as une reco peut-être, non, Benjamin? Ah oui, c'est vrai, du coup. Alors, du coup, oui, je n'ai pas préparé de magnéto dessus. Je recommande, je vais essayer de faire jeu vidéo pour qu'il y en ait aussi. Je me tabasse sur Frostpunk 2, qui est sorti récemment, qui est un jeu de gestion de ville post-apocalyptique, mais au 19e siècle, dans le grand froid, et le 2 est absolument extraordinaire, puisqu'on y gère plein de problèmes politiques, ça c'était déjà le cas du 1, notamment des problèmes de migration, puisqu'il y avait des réfugiés, mais qui étaient plus des réfugiés climatiques, il y avait plein de problèmes politiques comme ça, des problèmes de pollution et tout, et là, le 2 se passe une génération après, et du coup, il y a des gens qui ont vécu dans cette ville. Et du coup, maintenant, il faut vraiment faire de la politique. Et il y a un parlement. Il faut faire passer des lois. Et c'est beaucoup trop compliqué. Et c'est extraordinaire. Et tout ça en jeu vidéo, non de Dieu. Et tout ça en jeu vidéo. Voilà, donc si vous êtes des fous de tableur Excel comme moi et que vous aimez faire passer des lois, c'est très très bien. C'est un des rares jeux de gestion de gauche, un peu, Frostpunk, de toute façon. Ah, c'est un vaste débat, mais oui, carrément. Merci beaucoup. Je tenais à remercier aussi Léa, quand même, qui a fait sa chronique tout à l'heure. C'est sa grande première, donc bravo à elle. Et je remercie Kat aussi qui m'a aidé à préparer les questions notamment, mais qui a aussi aidé à préparer toute la séquence. Merci à toi. Et évidemment, je vous remercie tous les deux. Bravo pour le film et merci d'avoir accepté notre invitation tous les deux. Et il est encore en salle. Il est encore en salle, je le rappelle. Évidemment, mais si vous ne l'avez pas encore vu, ce film, surtout allez le voir parce qu'il est absolument, absolument magnifique. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais moi je trouve qu'il a un rythme complètement incroyable. Vous êtes vraiment avec Souleymane pendant 24-48 heures. C'est un rythme complètement dingue. Donc merci à vous d'avoir été avec nous.